On va partir d'un cas pratique où la question de revitalisation des centres-bourgs s'est posée à nous. Et on a bien conscience que c'est pas un enjeu qu'en Bretagne, mais ça se pose un peu partout en France. En témoigne l'appel à manifestation d'intérêt dont vous avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, EPF? Qu'est-ce qu'on vient faire là dans cette histoire? Et puis on vous présentera un petit peu le déroulé de la démarche qu'on a proposée. Et puis les premiers résultats. Aujourd'hui, le constat général qu'on peut avoir sur les territoires ruraux, mais pas seulement, c'est la multiplication de ces panneaux à vendre que vous pouvez voir, c'est les rez-de-chaussée commerciaux qui peuvent être fermés. Si on s'amuse à regarder les taux de vacances de logement, que ce soit au niveau très local comme au niveau national, ces taux de vacances ils sont en train d'augmenter de façon assez significative année par année. Et ce qui est d'autant plus alarmant, c'est que ce taux de vacances-là et ce phénomène-là, il est indépendant du territoire. C'est-à-dire même des territoires qui finalement sont assez attractifs démographiquement, et on le verra sur notre cas de Josselin, puisqu'on a un taux de croissance qui est globalement positif. Et même sur des territoires attractifs, même sur des territoires par exemple en bord de mer ou autres, même sur des territoires où ça construit beaucoup, on va avoir ce phénomène de vacances qui a tendance, qui est important et qui augmente. Et donc tout ça, c'est un petit peu désolant parce qu'on voit tous ces bâtiments. Quand on parle d'énergie, il y a quand même une énergie à la construction de ces bâtiments-là. On multiplie cette énergie après en périphérie quand on va construire du neuf. Et cette question, elle se pose pour l'habitat, pour le logement, mais elle se pose aussi pour le commerce, les notaires. Enfin, je pense que c'est valable en Bretagne, mais je pense que c'est valable partout. Les maisons médicales qui vont à l'extérieur, la pharmacie se dit, tiens, pourquoi pas moi aussi, etc. Et la boulangerie, et tout devient drive. Ce phénomène de vacances, on constate qu'il est quand même hyper localisé, et en particulier sur le bâti ancien. Alors là, c'est notre commune de Josselin, on est à 2600-2700 habitants, taux de croissance positif, démographique, puisqu'on augmente quasiment de 1% par an, donc c'est pas la cata. Et puis on a une population qui devient de plus en plus âgée, et notamment dans le centre. Alors dans le centre, je sais pas si vous voyez, mais tous les points bleus, c'est de la vacance de logement. On n'a même pas recensé la vacance de commerce. Et plus c'est foncé, plus le bâti est ancien. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a une hyper concentration de ce phénomène de vacances, forcément là où le bâti est le plus ancien. Et donc notre commune, on voit aussi, elle est pas loin de la 2x2, elle a un certain nombre d'atouts, quasiment 3000 habitants, elle a même un hôpital, elle a des commerces, elle a des services, elle est attractive d'un point de vue touristique, etc. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions, et on voit que les élus sont assez interpellés là-dessus. D'abord, quel sens ça a de construire du neuf alors qu'il y a de la vacance dans les centres? Ça génère de la consommation foncière, consommation de terres agricoles, ça accroît les déplacements. En termes d'image, le maire là typiquement, il y avait tellement de panneaux à vendre, il était tellement désolé de ça, et notamment pour la période touristique, qu'il avait demandé au notaire de décrocher tous ces panneaux parce que ça faisait peur et ça faisait ville fantôme. Et c'est vrai que l'image qu'on peut avoir d'une ville, c'est d'abord l'image de son bourg, c'est d'abord l'image de son centre historique. Et aujourd'hui, si le centre historique c'est uniquement des panneaux à vendre ou des volets fermés, forcément ça fait pas rêver. Des enjeux sociaux aussi, parce que moins il y a de présence humaine dans les centres, moins il y a d'échanges, moins il y a de partage et de vie dans ces bourgs-là. La question de la précarité énergétique, ce qu'on va constater, c'est que ces centres historiques, ils vont plutôt avoir tendance à concentrer les populations soit âgées, soit modestes, voire très modestes financièrement. C'est-à-dire ceux qui vont être locataires du parc privé ou locataires du parc public de HLM par exemple. Donc ce qu'on constate, c'est qu'on a l'impression que les gens qui ont le choix, ils iront plutôt construire en périphérie, et ceux qui n'ont pas le choix pour différentes raisons de mobilité ou financières, ils vont être contraints de rester dans le centre. Et puis des enjeux économiques et financiers pour les collectivités, puisque forcément aller s'étendre, ça représente quand même un coût, y compris en termes de fonctionnement. Et puis la question des filières économiques et notamment du bâtiment à mobiliser. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à travailler sur ce parc ancien en réhabilitation?
Et en même temps, si on se met dans la peau du particulier, il y a quand même toutes les bonnes raisons qui sont réunies pour pas aller scoltiner un bâtiment ancien dans un périmètre sauvegardé, avec une parcelle de 80 mètres carrés. Enfin voilà, dit comme ça fait quand même pas rêver. D'abord, il va avoir du mal à se garer, il a un petit jardin. Là, en l'occurrence, Jocelyn, on est en ZPPAUP, donc il a la BF sur le dos. Ça va lui coûter plus cher, il est sûr de rien. La maison, elle a un pan de bois, alors aller rénover du pan de bois, c'est quand même pas évident. On est sur des petites tailles de percements. Aujourd'hui, on est quand même dans des standards de confort avec des maisons assez lumineuses, etc. On est sur des trames assez étroites, il faut monter des étages, etc., etc. En plus, on a les voisins qui sont quand même juste à côté. La facture énergétique, on n'y voit absolument pas clair sur combien ça va nous coûter en consommation énergétique au final. Et puis là-dessus, il y a quand même une certaine prise de risque à se lancer dans l'aventure de la réhabilitation. Alors d'abord, risque technique. Qu'est-ce qui nous dit que 6 mois après avoir acheté, on se rend compte que notre sous-sol est mérulé, la structure finalement, c'est bon à refaire, etc. Et puis risque financier. Et là, ça va interpeller les questions énergétiques et les aides à l'énergie. On a voulu essayer de tester un plan de financement pour un ménage en simulant des conditions de ressources, un budget, et de se dire concrètement à quelle aide est-ce qu'il peut prétendre et est-ce qu'on va être sur un produit qui va être compétitif par rapport à un produit neuf. Est-ce qu'en achetant et en réhabilitant, on arrive à tenir notre budget pour s'aligner sur du neuf. On a essayé de faire le calcul. En fait, on n'y est pas arrivé. Quand on a recensé toutes les aides auxquelles pouvait prétendre un particulier en réhabilitation, on en a eu plus d'une 50aine. Et quand on a essayé de dresser ce schéma, d'établir un plan de financement, c'était impossible. Parce que des fois, c'est avant le permis de construire. Parfois, c'est après. Parfois, les plafonds de revenus sont pas les mêmes. Parfois, on est sur des aides antinomiques. Et du coup, c'est tellement compliqué par rapport à aller voir son banquier, dire voilà, ma maison en pavillon, je vais la recevoir, elle va être livrée tel jour, à telle heure, j'ai un crédit pour X années, ça va me coûter tant par mois. Forcément, le risque financier, la compétition, elle est perdue d'avance. Alors pourquoi nous, établissement public foncier, on a été mobilisés? Alors en 2 mots, qui on est? Donc on a un établissement public, on intervient pour le compte des collectivités. Et l'idée, c'est de les aider à les soulager, notamment financièrement, pour l'acquisition de terrains bâtis ou pas bâtis, pour les aider à mener leurs projets, et en particulier leur logement. Donc l'accompagnement, le soulagement, il est essentiellement financier pour pas mobiliser les finances des collectivités, mais aussi on met en place une ingénierie juridique, aide aux acquisitions, etc. Comme notre cible d'intervention, c'est d'abord le renouvellement urbain, aider les collectivités à mener leurs projets en renouvellement urbain, très très vite on s'est heurté à la question de ces centres. Et puis on a été un petit peu là aussi pour ouvrir les yeux des maires qui parfois, à force de passer devant, se rendaient même plus compte du phénomène où la tâche étant tellement compliquée que pour eux c'était inenvisageable de travailler là-dessus. Ils nous disaient je suis désespéré, mon centre-bourg meurt, mais en même temps je sais pas comment m'y prendre. C'est des propriétés privées, des fois les biens ils sont pas en vente, les successeurs, les héritiers arrivent pas à se mettre d'accord, c'est trop cher, et puis personne n'aura envie de venir. On a bien vu aussi que l'ensemble des politiques sectorielles, alors qu'on appelle sectorielles, politique de l'habitat, d'un autre côté on va traiter l'espace public, d'un autre côté on va traiter le commerce avec du FISAC par exemple, et que finalement l'effet levier il est quand même très faible par rapport à tous les moyens qui sont mobilisés. Et faire venir quelqu'un en centre-bourg, c'est quand même s'intéresser à où est-ce qu'il va consommer, comment il va se déplacer, si sa parcelle est petite, quels espaces publics on va pouvoir aménager en conséquence, où est-ce qu'il va se garer. Et finalement, on se rend compte que toutes ces politiques sont très très liées et que ces études sectorielles qu'on a pu mener, elles ont eu quand même du mal à s'articuler, et ça explique aussi peut-être la difficulté de leur efficacité. Donc on a essayé de proposer une démarche qui s'articule à 2 échelles. Une première, une échelle à l'échelle régionale, en se disant essayons de réunir l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles d'intervenir sur cette thématique
Et on va essayer d'avancer ensemble, de creuser l'aspect plus théorique. Et puis d'un autre côté, on s'est dit, mais en même temps, il faut aussi mettre la réflexion à l'épreuve des faits. Donc on a choisi 2 communes, une petite commune mêlée de 600 habitants, et Josselin qu'on a évoqué tout à l'heure, où le phénomène était particulièrement prégnant, et on a dit, bah voilà, on va tester sur ces 2 communes. Alors la démarche, elle avait pour objectif 3 grands enjeux. Ce qu'on a dit, avoir une approche pluridisciplinaire et éviter ces politiques sectorielles. Donc du coup, on verra, mais on a un comité de pilotage avec pléthore de structures. Dès l'amont, on s'est dit, il faut absolument intégrer la dimension opérationnelle. Être en phase avec la réalité du marché. Ça sert à rien de proposer, par exemple, une typologie de logement ou autre qui correspond pas aux besoins, qui correspond pas non plus aux finances sur le territoire. L'approche financière, concrètement, si on accompagne une commune, financièrement, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact pour son projet? Et puis la sociologie, parce que c'est pas n'importe qui aura envie d'habiter dans cet endroit-là, et on voit que c'est vraiment spécialisé secteur par secteur. Et puis globalement, ce qui a conduit la démarche, c'était systématiquement se mettre dans la peau du ménage. C'est quoi les leviers pour lui donner envie de venir? Et on a beaucoup travaillé aussi sur la dimension sociologique et le travail de communication autour d'un projet de vie. Venir dans un centre-bourg, c'est pas seulement habiter, c'est consommer, c'est échanger, c'est voir à un peu plus long terme. Alors voilà un petit peu notre comité pilotage. Donc on voit aussi bien des institutionnels, services de l'État, des gens plutôt de l'énergie comme l'ADEME, des gens du patrimoine comme la DRAC, l'ABF, etc., des gens de l'habitat, Ecobâtis, des gens du bâtiment, pour avoir assez vite une dimension opérationnelle et qu'on soit sûr de partager ensemble les mêmes objectifs. Alors ça s'est passé comment? D'abord une étude sociologique, je vous en dirai 2 mots à l'échelle de la Bretagne. Qui est-ce qu'on a envie de faire venir et pourquoi? Un projet sur chacune de ces 2 collectivités, et tout de suite on a basculé en phase opérationnelle. On va vous le montrer, mais déjà on a commencé à acheter des choses pour les réhabiliter, pour construire. Et puis travailler sur une échelle vraiment bâtiment pour montrer ce qui est possible à travers un chantier pilote. Donc notamment évidemment la dimension énergétique. Et puis cette question de l'accompagnement et de l'animation, on va retrouver exactement les mêmes questions qui se posent au niveau de l'énergie. Alors où on en est aujourd'hui? Donc les 2 communes pour vous situer un petit peu. Voilà. Alors notre étude sociologique, donc elle s'est attachée sur 8 communes aux caractéristiques un petit peu différentes, une vingtaine d'entretiens par commune. Et l'idée c'était d'analyser, de fabriquer un outil qui permet d'analyser qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir habiter dans le bourg, il fait qu'on a envie qu'un commerce a envie de s'installer dans le bourg, et qu'est-ce qui fait qu'au contraire il y a des choses qui sont répulsives, rédhibitoires pour lesquelles il pourra pas intervenir. Donc cet outil, l'idée c'est qu'il puisse être diffusé à l'ensemble des maires pour les aider à analyser et à trouver des leviers sur lesquels ils pourront intervenir. On a des choses très pratico-pratiques. Quand le Carrefour Market il est ouvert de 8h45 à 19h30 et que la boulangerie elle ferme à 17h et qu'elle n'a pas toujours les mêmes horaires, typiquement c'est pas quelque chose qui va faire que les gens viendront fréquenter le centre-bourg. Les aménagements d'espaces publics, la question du traitement des façades, de l'accessibilité par exemple à des équipements, tout ça c'est des choses qui ont été analysées une par une. Et puis commune par commune, sur ces 8 communes tests, on a essayé de trouver des profils. Sur certaines communes, on savait très bien que le ménage rêvé avec 3 enfants et le chien, ça marchait pas parce qu'il y avait une offre, parce que dans le centre, on trouvait pas les biens qui correspondent à cette attente-là, ou les équipements, ou les services. Donc on voyait que commune par commune, on n'aurait pas les mêmes réponses et on n'aura pas la même cible. Donc si on n'a pas la même cible, ça veut dire qu'on n'aura pas le même projet, pas la même stratégie, etc. Et puis parallèlement à cette étude sociologique, on a fait un travail de repérage de biens mobilisables. L'idée c'est de dire, pour remettre de la vie, il va falloir avoir
un repérage assez fin de tout ce qui est vacant, de tout ce qui est parcelle densifiable ou autre, pour que l'offre en logement, commerce, services, etc., elle soit dans le centre et pas en extension. Et en faisant ce travail-là, sur les 2 communes, vous voyez, on a au minimum 16 ans ou 30 ans de développement potentiel assuré sans consommer 1 mètre carré de terre agricole. Et ces chiffres-là, c'est pas une exception. On a des confrères qui travaillent sur d'autres collectivités. On est à peu près dans les mêmes ratios. C'est-à-dire qu'en renouvellement urbain et en mobilisation du logement vacant, on a de quoi répondre à 2-3 programmes locaux de l'habitat. La question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir les mobiliser. Voilà, le potentiel il est là. Donc quand un maire vient nous dire j'ai plus de terrain à urbaniser, il y a ce travail-là à faire. Et après, quels outils on met en place derrière. À partir de ça, ça nous a permis de repérer différents secteurs, et l'étude pluridisciplinaire a commencé à élaborer un projet, alors sous une forme assez concertée avec des ateliers participatifs, etc. La dimension énergétique qu'on a évoquée à la présentation précédente avait été intégrée dans l'étude, donc aussi bien côté ressources, quel type de production énergétique on peut mettre en face de ce projet urbain. Donc sur l'autre commune, ça a donné lieu à une proposition de réseau de chaleur, par exemple, avec une chaudière bois. Et puis aussi par rapport à la consommation, par rapport au type de bâtiment à réhabiliter ou autre. Donc ce projet, l'idée c'est qu'il intègre aussi bien, et on le voit sur le dessin, une dimension déplacement, espace public, équipement, logement, voilà, tous ces aspects-là. Et puis après, on a ciblé des secteurs très précis où il y avait un phénomène de vacances, par exemple, où il fallait intervenir de façon prioritaire. L'idée aussi, c'était de commencer à donner des choses à voir, et que la masure qui était à vendre et complètement délabrée, elle était susceptible d'évoluer et de répondre au confort auquel les ménages étaient susceptibles de prétendre. Ce travail-là a donné lieu à une association en continu avec l'ABF, parce que l'idée c'était pas de faire un projet puis au bout du compte, ah bah non, c'est pas conforme à la ZPPAUP. On a lié aussi à cette étude une approche technique assez précise, et on y reviendra peut-être, c'est pas forcément ce qui a le mieux fonctionné d'ailleurs. L'idée c'était de se faire un petit questionnement, un petit guide pratico-pratique, pour qu'un ménage, quand il vient s'installer en réhabilitation, il se pose les bonnes questions par rapport à la rénovation, notamment énergétique, de son bâtiment. Voilà, c'est quoi mon budget, mes parois, est-ce que c'est isolé, pas isolé, combien ça coûte, quelle source d'énergie est-ce qu'il peut mettre en place, de production d'énergie il peut mettre en place dans sa maison, c'est quoi les durées d'amortissement, parce que la clé du problème elle est quand même ici, ça sert à rien de proposer une solution top si voilà, il a peut-être déjà du mal à boucler ses fins de mois, lui il a besoin de voir au bout de combien de temps ça sera amorti. Et puis l'idée, ça a été c'est de mettre en œuvre toutes ces dispositions, toutes ces idées-là, à travers un chantier pilote partenarial. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Et puis très concrètement, sur avoir un projet, c'est bien, mais un projet, c'est fragile. Il suffit que demain, il y ait un permis de construire qui soit mis en plein milieu des parcelles qu'on avait convoitées. Il suffit qu'il y ait un bien qui soit vendu et qu'on puisse plus intervenir dessus. Donc l'idée, très vite, ça a été de mettre en place des outils opérationnels dans le PLU, etc., pour bien figer les choses et garantir que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nos biens ils seront toujours mobilisables. Donc c'est en ça que nous, EPF, on a eu un rôle particulier à jouer, et en particulier sur un îlot qui nous a paru très stratégique, qu'on achète pour le compte de la commune pour qu'elle puisse y mener son projet. Et le fait qu'on soit dans une démarche assez participative fait contre toute attente qu'au bout de 6 mois, 1 an de démarche, on a acheté quasiment 100% du 1 hectare qu'on avait acheté. Donc voilà, ce qui était assez positif. Aujourd'hui, on travaille sur le montage opérationnel du projet, combien ça va coûter, etc., à la collectivité pour l'aider aussi dans ses choix et puis mobilisation des partenaires. Je fais aussi vite que je peux. Le chantier pilote. Donc là, on est vraiment à l'échelle du bâtiment. L'idée, c'est de se dire, un ménage sur ce secteur-là, il a 170 000 euros. C'est pas 180, c'est 170 000 euros. Il faut qu'on arrive à lui prouver sur un cas test qu'en achetant un bien, notre fameuse masure, en le réhabilitant,
en ayant un produit qui soit vraiment satisfaisant par rapport au confort, par rapport à la question aussi d'insertion urbaine architecturale, on soit toujours dans cette épure de 170 000 euros. Donc voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 170 000 euros? Donc aujourd'hui, à l'EPF, on a trouvé un bien qui réponde, voilà, petite parcelle, plein nord, dans un terrain en pente. Enfin, il a tout pour plaire. On se dit si ça marche ici, ça marchera partout. Il était en vente 60 000, on l'a acquis pour 30 000. Donc déjà, on a, voilà, on sert au maximum. Donc on a un chantier pilote où la CAPEB et le CAUE sont partie prenante dans cette démarche-là. Et l'idée, c'est de vérifier donc notre épure financière, les 170 000 euros, la faisabilité urbaine et archi, notamment par rapport à la ZPPAUP, et faisabilité technique, parce que c'est pas simple de réhabiliter un bâtiment dans l'ancien. Et l'idée aussi, ça va être de pouvoir la faire visiter, donner envie d'y habiter, regarder l'usage qui va découler de cette réhabilitation, notamment en termes de consommation énergétique. Et l'idée, c'est voilà, de montrer voilà, c'est faisable, voilà à quoi ça ressemble, voilà combien ça peut vous coûter, et puis que ça fasse des petits derrière. Voilà, juste pour dire demain ce qui nous attend. Donc on mobilise aussi l'école d'architecture pour travailler sur des ateliers. L'idée, c'est de dire on a beaucoup mobilisé les institutionnels, les collectivités. Notre cible, c'est quand même les ménages, c'est quand même les habitants. Donc il faut qu'on leur donne à voir, il faut qu'on fasse passer des messages. Et mobiliser l'école d'archi, c'est un des moyens. L'idée, c'est de travailler aussi avec les propriétaires, les agences immobilières, les notaires, etc.,